15 avril 1958, la France découvre que 9 footballeurs professionnels français d'origine algérienne ont fui l'Hexagone. Ils ont rallié le siège du FLN, le Front National de Libération à Tunis. Ils veulent démontrer à travers cet acte que ce qui se passe en Algérie, c'est pas comme on le dit de manière officielle en France, des bandits. Ils veulent faire voir qu'il y a une vraie guerre d'indépendance. Et pour accréditer cela, ils ont besoin de symboles forts. Alors, le symbole de joueurs professionnels ayant gloire et argent et quittant tout pour cette cause est un symbole formidable. La surprise est d'autant plus grande que ces joueurs sont des stars de leurs équipes respectives. Certains d'entre eux, Bentifour, Brahimi, Zitouni et Mekloufi, ont même déjà porté le maillot tricolore. Moi, j'étais au courant du projet parce qu'il y avait un jeune là, qui est parti aussi avec. J'ai compris qu'il ne reviendrait pas, quoi. Mais on ne pouvait pas changer le truc. Ça a été vraiment un truc de fou parce que Mekloufi, c'était un grand joueur. Zitouni derrière aussi. Ils ont mis en péril tout ce que représentait le football et tout ce que pouvait leur amener le football. Le départ de ces joueurs à 2 mois de la Coupe du Monde 1958 en Suède fait la une des journaux. C'est un véritable séisme. Et ce n'est pas simplement un séisme sportif. Tout de suite, les dirigeants français, et notamment De Gaulle, comprennent que c'est un séisme politique parce qu'on comprend à quel point le football est un enjeu de la géopolitique moderne. C'est grâce à eux qu'on joue pour l'Algérie, donc c'est des grands monsieur. Nous, on les connaît pas, on les a jamais vus jouer, mais c'est des grands monsieur. Je suis fier d'avoir participé à la libération de mon pays. Pourquoi ces hommes ont-ils tout abandonné? Quels risques ont-ils pris? Comment le football est-il devenu alors bien davantage qu'un enjeu sportif? La fuite des joueurs algériens s'effectue dans une atmosphère de polar. Le projet du FLN a été fomenté 8 mois auparavant, lors du début du championnat de France. Amar Rouaille, joueur du SCO d'Angers, est l'un des premiers joueurs contactés. À Toulouse, il rencontre Mohamed Boumerzag. Ce dirigeant du FLN lui explique qu'il veut créer une équipe de football, celle du combat pour l'indépendance de l'Algérie. Rouaille n'hésite pas un instant. Quand ils nous ont dit que pour rejoindre la révolution, on n'a pas dit non. Parce que j'ai vécu le 8 mai 1945, où il y a eu des morts, où il y a eu un massacre. D'abord, il y a eu 45 000 morts. Ce 8 mai 1945, à Sétif, dans les Hauts-Plateaux, les Français fêtent la libération. Les Algériens en profitent, eux, pour demander de nouveaux droits. La répression est sanglante. La seule chose qu'on a su faire dessus, c'est de les réprimer sévèrement. Ça durait une semaine, la répression, et ça a été terrible. Et je pense qu'à partir de là, il y a une cassure historique entre les indigènes, les Algériens et la France. Quand le FLN contacte Amar Rouaille, la politique coloniale menée par Paris en Algérie, qui était alors un département français, laisse des plaies béantes. L'Algérien, il n'a pas le droit de vote en Algérie. Hein. C'est quand même bon, il ne peut pas s'exprimer. Les fils de colons, ils sont à part, et puis dans une école. Et nous, on était dans une école, ce qu'on appelle l'école indigène. Quelque part, le colonialisme tel qu'il était, tel qu'il existait en Algérie, c'est de l'apartheid. Le FLN compte sur cette douloureuse histoire pour convaincre ses joueurs de foot professionnel. Comme beaucoup d'Algériens, ils souffraient de la colonisation, mais c'était quand même des privilégiés. Il y en a qui ont refusé. Il y a des footballeurs qui ont été contactés, approchés par le FLN et qui n'ont pas adhéré. Devant le refus de certains joueurs, les plans du FLN sont ralentis. Un joueur prend alors la tête du projet, Abdelaziz Bentifour, attaquant de Monaco, au profil atypique. Il dispute la Coupe du Monde 54 avec la France. C'est un grand footballeur et comme beaucoup, lui, il a vécu dans une extrême pauvreté, hein, Bentifour. Il a dû partir d'Algérie en clandestin pour aller jouer en Tunisie. Bon. Et
Bon, l'âme militante s'est forgée au fil de ces épreuves. Reda Bentifour reste marqué par l'engagement de son père. Il avait une vraie conscience politique de la liberté, d'une cause, qu'il était temps d'avoir une indépendance, que la colonisation n'était pas quelque chose de génial. Cette conscience politique, c'est lui qui l'a vraiment ramé pour vraiment convaincre les autres. Comme c'était un type très respecté parmi les footballeurs d'origine algérienne, on a compté sur lui pour enrôler tous les autres. Hein. Il a joué un rôle, à mon avis, primordial. Il va voir les mecs, il va les ramener. Ils ne sont pas tous partants comme ça. Il va les convaincre en disant que c'est ce qu'ils doivent faire, parce qu'aujourd'hui, l'Algérie a besoin d'eux. Depuis des mois, la DST surveille le carillon, le bar niçois de Bentifour. Le service du renseignement intérieur français de l'époque a identifié l'attaquant monégasque comme un membre important du FLN. Ma mère, après replaçant les pièces du puzzle, elle t'a dit « Ah putain, je voyais toujours Ben descendre à la cave avec un autre. Pourquoi on prend un bar, puisque t'es quand même un des mecs les mieux payés du football. Et le bar est un alibi. » Tous les Algériens en France devaient payer une sorte d'impôt de la résistance. Et lui, il en récoltait les fruits, quoi. Et dans ce côté, il a ramené l'argent ensuite aux instances, aux résistants, quoi. On était sous écoute. Moi, je me rappelle de petit, de descendre, fouiller le bar, d'avoir à 6 h du matin les flics qui rentrent, fouillent, lever tout, les matelas, les perquisitions. Mais ben, ils étaient dans l'œil du tireur. Hein. Pour le FLN, reste à convaincre 2 joueurs garants du succès populaire de cette opération. Rachid Mekloufi et Mustapha Zitouni, 2 joueurs vedettes de l'équipe de France, déjà présélectionnés pour la Coupe du Monde 1958, qui se déroulera 2 mois plus tard en Suède. C'est à travers eux que le plus grand choc aura lieu. Ce sont les 2 stars. Zitouni, c'est un pilier de la défense centrale de l'équipe de France. Si la France a obtenu son ticket pour cette Coupe du Monde, elle le doit en grande partie à Zitouni, qui a sauvé les Bleus en défense en qualification face à la Belgique. Il était la tête d'affiche du monde sportif du football, qui même à l'époque, même si ce n'était pas ce qu'on peut trouver aujourd'hui, avait une reconnaissance par les médias, par les gens, par les supporters. Et il est convoité par le grand Real Madrid. Di Stefano, il y a eu un France-Espagne gagné par la France. Et Di Stefano voulait à tout prix que Zitouni rejoigne ses rangs, les rangs du Real Madrid, la plus grande équipe du monde à cette époque. Les Espagnols repartent par Kubala. Kubala, bien joué Zitouni. Merci Zitouni, on avait peur là. Zitouni repart. Zitouni, Wisniewski. Wisniewski, Zitouni. Zitouni vers Fontaine. Zitouni accepte la proposition du FLN. Un crève-cœur, comme il l'expliquera des années plus tard à son fils. Il a fait le choix de rentrer dans une clandestinité et de laisser tomber la vie rose qu'il pouvait avoir en étant joueur à l'ASM et en plus en étant joueur international. Heureusement que Zitouni est là, se couche sur le ballon et empêche Di Stefano d'avancer. Il devait participer à une Coupe du Monde, il n'a pas pu, donc ça restait une blessure ouverte pour lui. Faire sortir Zitouni, c'est un symbole fou, quoi. Comme Mekloufi, qui est l'attaquant de l'équipe de France. Il est absolument indispensable et nécessaire pour le FLN que Mekloufi soit dans cette équipe de football du FLN. Abe prend son élan et serre sur la droite, semble-t-il, Mekloufi, qui passe à Njoléa. Njoléa dribble. Rachid Mekloufi, 22 ans, évolue à l'AS Saint-Étienne. Il est l'étoile montante du club. Qui a concédé un corner. Ce corner est tiré par Richvers, repris de la tête par Njoléa, manqué et repris de volée par Mekloufi, comme vous l'avez vu, et c'est le premier but. Ça fait partie des plus grands joueurs qu'on ait connus, quoi. Ça fait partie, voilà, il y a eu les Platini, il y a eu Zidane, il y a Mekloufi, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Et Rachid, rapidement, va se faire apprécier du public stéphanois par la qualité de sa technique individuelle. Il est un buteur né, il est très incisif.
Il est sélectionné très rapidement, dès 1956 en équipe de France. Il est champion du monde militaire en 1957. Il est également un des titulaires indiscutables de la future équipe de France qui va se rendre à la Coupe du Monde 58. Mais pour enrôler Mekloufi, la tâche s'annonce plus compliquée. Son père est policier. Les dirigeants du FLN, par prudence, ne veulent pas l'approcher aussitôt qu'ils le font avec les autres joueurs qui opèrent dans le championnat de France, parce qu'on se dit, il est en contact avec son père, il peut lui parler, il peut lui raconter, il peut éventuellement solliciter son avis. Donc c'est le joueur qui est informé au dernier moment. Mekloufi est contacté le 12 avril 1958, à la veille d'une rencontre de première division entre l'AS Saint-Étienne et Béziers. Ils m'ont dit, demain, on va à Tunis. J'étais apolitique. Bon, je voyais des choses, j'entendais des choses, des trucs, etc. Mais ce qui m'a tenté le plus, c'est justement cette idée et cette connaissance du français d'Algérie. Comment ils nous considéraient, comment ils nous rejetaient, comment ils nous maltraitaient, etc. Mekloufi, originaire lui aussi de Sétif, accepte de s'engager au regard du massacre du 8 mai 1945. J'avais 9 ans et puis j'ai vu des choses incroyables. J'ai vu des choses incroyables, des mitraillages. Ils n'ont pas pris des gants. Et ça m'a bouleversé. L'opération du FLN est prête. Le 13 avril 1958, dans l'après-midi, les familles quittent le territoire en premier. Épouses avec enfants en bas âge. Comme les Bentifour qui quittent Nice pour l'Italie. Enfant, on me dit on va au marché Vintimille. Mon père jouait à Monaco. Donc c'était le grand truc du vendredi après-midi, aller au marché de Vintimille, bouffer des glaces. Mais tu sens une espèce de tension. Donc j'ai une phrase toujours qui me résonne de ma mère qui me dit « Écoute, il va falloir que tu sois très sage aujourd'hui et que tu écoutes bien ce que je te dis. » Et tout le monde part, c'est-à-dire ma grand-mère part avec une valise, mais une valise en carton à la Luna de Souza, hein. C'est-à-dire un sac en raffia, c'est tout, et voilà, et on part. Arrivée en Italie, Reda Bentifour, âgée d'à peine 5 ans, voit son monde s'écrouler. On te dit, ben, tu vois, on va plus revenir à Nice. On va partir, donc tu vas dire au revoir à ta sœur, parce que ta sœur, elle va rester. Et elle va revenir avec ta grand-mère et ta tante. Et nous, on va attendre le papa et on va partir. Et t'as une espèce de truc qui te tombe sur la tête. Pourquoi on part? Pourquoi tu quittes la maison? Pourquoi on ne verra plus grand-mère? Tout ça. Puis tu vois les larmes. Ma sœur qui est détruite parce qu'on l'a laissée. On partait juste mon frère et moi. Ma mère avait mis ma sœur en pensionnat pour pas que ça fasse trop. La date du 13 avril n'est pas choisie par hasard. Le Monaco-Angers disputé à Nice regroupe 5 joueurs candidats au départ. Comme Amar Roy et Dusko, Mustapha Zitouni et Abdelaziz Bentifour de Monaco. Durant la rencontre, Zitouni ne montre aucune complicité avec Roy. Il a fait un tacle, il a failli me blesser, et puis la réflexion, il dit écoute, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il m'a dit écoute, joue. Hein. Et ça prouve que sur le terrain, Zitouni était 100% football. Et il n'aimait pas perdre, malgré notre départ. À la fin du match, Amar Roy file à la gare de Nice, direction l'Italie, avec sa femme et son fils de 5 mois. Il part avec pour seul effet un sac de sport. On a tout laissé. 6 mois avec des valises. Ne serait-ce qu'une valise. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Où tu vas? Ils vont poser la question, qu'est-ce que...
Je ne vais pas leur dire, je vais passer 2 ou 3 jours ou je ne sais pas. Non, c'est en plein championnat. Donc, j'ai tout laissé. Vraiment, je suis parti avec ce que j'avais sur le dos. Parce que tout plaqué, c'était tout plaqué. C'est-à-dire qu'il y avait un ordre du FLN, pour ne pas éveiller les soupçons, il fallait tout laisser. Ne pas retirer d'argent, un minimum d'effets personnels, le compte en banque, les affaires de mon père, bah, tout à l'indépendance, tu n'as rien récupéré. Amar Rouaille devait retrouver Zitouni à la gare de Nice. Mais ce dernier ne s'y trouve pas. L'angoisse monte. J'étais pas mûr. Mon épouse avait 19 ans, moi j'avais 23 ans. Avec un gosse de 5 mois et demi, c'est l'aventure. Puis là, on allait où? On allait à Rome, puis après, comment faire? Dans ma tête, j'ai peur qu'il me chope. J'avais peur, quoi. Au même moment, à Geoffroy Guichard, les Verts de Mekloufi s'inclinent 2-0. Et la fuite du joueur algérien est perturbée. Le départ de Rad Makhloufi qui se fait dans des conditions rocambolesques. Il a été blessé l'après-midi au cours d'un duel aérien, donc il est blessé à la tête, il est évacué sur une civière et il est à l'hôpital. Et les gens qui sont chargés de venir le chercher se déguisent en infirmiers, ils vont le chercher à l'hôpital. Les 2 garçons qui m'ont contacté, Kermani et Haribi, sont venus à l'hôpital me dire « s'en va ». Comment on s'en va? On s'en va, c'est comme ça, c'est... Je les ai suivis, je suis parti avec eux. Dans des périodes comme ça, il n'était pas question de poser des questions ou de dire où on va, comment on va. On va à Tunis et tu te la fermes. Mekloufi court un grand risque. À l'époque, il effectue son service militaire au bataillon de Joinville. Il est à l'armée, il s'en va, s'il est piqué, il est déserteur. Et donc, c'est un double risque, quoi. Enfin, le risque est immense. Les 3 hommes rejoignent Lyon par des routes de campagne, direction la Suisse. On attendait Bouchouk, qui était un peu en retard, Brahimi qui était en retard, donc on a pris beaucoup de retard. L'information de la fuite des joueurs algériens se répand. Il y a un rendez-vous de l'équipe de France et certains manquent à l'appel. Donc on commence à s'inquiéter. Tiens, Zitouni n'est pas là, Mekloufi n'est pas là. Bon, l'information tombe que des joueurs algériens d'origine algérienne ont quitté le territoire pour rejoindre le FLN. Un certain nombre de footballeurs algériens ont quitté aujourd'hui la métropole, parmi lesquels d'ailleurs se trouve ce qu'on appelle un militaire en absence illégale, Mekloufi, et qui dans 3 jours sera un déserteur. Heureusement que le douanier qui était en poste là-bas n'a pas écouté la radio. Sinon c'était la catastrophe. Pour Rachid Mekloufi, l'angoisse est à son comble. Le douanier est tourné, il voulait un autographe, etc., etc. Il nous a un petit peu retardés. Mais on est quand même passé. Et c'était juste. Tous les joueurs d'origine algérienne se retrouvent finalement en Italie. Amar Rouaille découvre alors que Zitouni a pris le même train que lui, sans qu'il s'en aperçoive. Après Rome, ils rejoignent Tunis, où siège le gouvernement provisoire algérien. Pour le FLN, l'opération est un succès. En France, le choc est immense. Paris Match consacre une 12aine de pages à ça. Paris Match, quand même, c'est fabuleux. L'équipe, tous les jours, ils envoient, je crois qu'il y a un envoyé spécial pour aller voir. C'est une surprise et un choc terrible. C'était de la folie, la presse et tout ça. Donc c'était quand même un événement extraordinaire. C'était quand même un événement d'abord de football et ensuite politique. C'était une action de grande envergure. Et là, on voit que le sport devient aussi à la fois un outil de propagande, mais une formidable caisse de résonance pour ceux qui veulent faire passer des messages. À Tunis, les joueurs se montrent anxieux.
Ils craignent que le mouvement ne soit qu'un effet d'annonce. On était dans une situation, on ne savait pas si on devait continuer à jouer ou bien prendre les armes. Mais le FLN tient ses engagements. Ils joueront au football. Les familles sont hébergées par l'organisation indépendantiste dans la cité de El Menza. Les joueurs perçoivent une rente mensuelle de 50 000 francs, l'équivalent de 780 € d'aujourd'hui, 3 à 5 fois moins que leur salaire précédent. C'est le minimum syndical vital. Or que c'est des mecs qui arrivent, qui sont des gloires. Ils vivent les belles années, champagne, fête et portée en triomphe. Donc le niveau de vie, il chute très vite. Hein. C'est-à-dire tout d'un coup, on te dit, tu sais quoi, Noël, on le fêtera si on peut. Malgré cette épreuve, les familles se soutiennent et reconstituent un quotidien fait de parties de cartes et de soirées autour d'une guitare. On s'imagine que cette équipe FLN avait des gardiens, avait des gens qui les surveillaient, avait des commissaires politiques, etc. Absolument rien. Ils savaient qu'on était des rebelles. Ils savaient qu'à la moindre occasion, on les envoyait balader. Donc, ils ont compris notre état d'esprit et notre façon de vivre. Cette équipe du FLN n'est pas reconnue par la FIFA. L'organisateur du football mondial menace même de sanctions les futurs adversaires des Algériens. Les dirigeants arabes réussiront cependant à organiser des matchs contre des pays bienveillants à l'égard de leur combat indépendantiste, essentiellement des pays communistes. Le football devient le prétexte et une vitrine d'un pays qui n'existe pas et qui se bat pour sa liberté, mais qui est aussi là pour servir à ramasser des fonds pour la révolution. Après le départ rocambolesque des premiers joueurs, d'autres suivront, comme celui de Daman Defnoun. Quand on va jouer avec le drapeau algérien, et quand on voyage avec des blazers, des costumes, avec l'insigne, on traverse toute l'Europe comme ça. Ça va de représenter un pays. Qu'ils soient tous partis de gaieté de cœur, c'est pas vrai. Parce que tous, ils avaient une belle carrière. Donc ils auraient préféré faire leur carrière. Mais ils ont suivi l'âne de leur cœur, quoi, leur pays. Chaque déplacement constitue alors un périple. Les premiers voyages se font en bus, en minibus. On traverse comme ça des déserts. On part de Tunis, et puis on traverse toute la Libye, puis on va en Égypte, et puis on arrive à Jérusalem. Ils ont rencontré Nasser, ils ont rencontré Tito, ils ont rencontré Mao, ils ont rencontré le roi Hussein, le général Giap, ils ont rencontré Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, réception à 7 h du matin à son palais. Ensuite, petit déjeuner rapide, etc., léger. Et le bonhomme, avec des espadrilles, fait avec des caoutchoucs de pneus, attachés avec le truc. Un pneu, tu mets ton pied et tu l'installes. C'est incroyable, c'est pas possible. Lors de ces tournées, l'équipe du FLN éblouit par la qualité de ses prestations. C'était tous des artistes du ballon. Alors quand ils voulaient jouer ensemble, ça donnait un spectacle remarquable. Quelquefois, dans leur tournée, on les a appelés les globetrotters du football, quoi. Ça jouait au ballon, ils prenaient un plaisir immense. En Roumanie, on a fait un match, c'était la fête, le football extraordinaire. Eh bien, on ne devait faire qu'un seul match, ils nous ont obligés à faire un deuxième match 2 ou 3 jours après. Tellement c'était beau, c'était bien joué, les relais, les 1-2, tout ce football que vous voyez maintenant. Ils battent le Vietnam. Et le général Giap, qui a vaincu l'armée française en Indochine, leur dit « Nous avons battu la France, vous nous avez battus, donc vous allez gagner votre indépendance. » Donc pour tous ces jeunes gens, ces gens-là, ce sont des monstres. Alors que leurs maris côtoient les plus grands de ce monde, les épouses tiennent les fondations familiales à Tunis. Et elles ont surtout sécurisé ces mecs et accepté qu'ils soient footballeurs, mais qu'ils soient révolutionnaires.
Cette conscience politique, je sais pas, je crois pas qu'elles l'aient eue, mais elles ont joué leur rôle de compagnes, fidèles, aimantes, et puis voilà. Mais ce sont des héroïnes quelque part. Mais au fil des années, les épouses se languissent. Vivement que la guerre s'arrête et que l'on puisse rentrer chez nous. Voilà. Moi, j'avais mon père en France et je savais qu'il se faisait du souci. Et puis c'était la France, moi c'est mon pays. Hein. Mon mari aimait l'Algérie, son pays, mais moi, c'est la France. Hein. Après 4 années d'expédition dans le monde entier, 83 rencontres pour 57 victoires, 14 matchs nuls et 12 défaites, les joueurs du FLN apprennent enfin l'immense nouvelle. Le 5 juillet 1962, l'Algérie acquiert son indépendance. Les hommes qui ont composé l'équipe du FLN sont eux aussi salués pour leur engagement. Avec les armes qui sont les leurs, hein, c'est-à-dire leurs pieds, leurs jambes et un ballon de football, ils parviennent à un résultat incroyable. D'ailleurs, le président du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, Farhat Abbas, dit à tous ces joueurs, hein, cette équipe de football du FLN, vous avez fait gagner 10 ans à la cause de l'Algérie indépendante. C'est un hommage extraordinaire. Passer à côté d'une Coupe du Monde pour défendre les intérêts de leur pays d'origine, de leur propre pays, leur terre natale, c'est, pour nous, c'est quelque chose d'énorme. L'indépendance a un prix. On a perdu une carrière, on a perdu de l'argent. Mais l'argent, c'est pas tout. Et surtout, ça m'a ouvert la tête, les yeux, les perspectives. On a vu des gens, on a vu du monde, on a vu des peuples, on a vu des bons résultats, des mauvais résultats. C'est-à-dire c'était une vie d'homme. Quelques heures après la déclaration de l'indépendance de l'Algérie, la FIFA reconnaît son équipe nationale. Abdelaziz Bentifour deviendra entraîneur adjoint de cette sélection. Daman Defnoun, Amar Rouaille, Mustapha Zitouni et Rachid Mekloufi porteront le premier maillot officiel de l'Algérie.